Imaginé, inventé, réalisé. Effectivement, c'est effectif. C'est de l'art? Du coup, Non, c'est du design. et toi? C'est de l'art et du design? Plutôt des affaires. Non, c'est du sirop. Des rêves et imaginaires. Ah, alors c'est comme du sirop. Comme du sirop, le podcast du créateur d'idées qui te parle design et communication. Salut et bienvenue dans Comme du sirop, le podcast où l'on parle branding, design et communication. Aujourd'hui, nous nous adressons aux dirigeantes et dirigeants d'entreprise. Tu n'as peut-être pas un budget digne d'une multinationale, mais tu as une ambition claire. Être visible, reconnaissable et surtout marquer les esprits. Salut Charles! Salut Anouk. Oui, c'est vrai, on va dégommer en fait une idée reçue aujourd'hui. Pas besoin de milliers de dizaines d'euros pour avoir un bon logo qui fonctionne, pour avoir une identité visuelle qui claque. Il suffit de miser sur les bons fondamentaux et d'être stratégique. Tout à fait, et ça tombe bien parce que c'est ce que nous allons partager ensemble aujourd'hui dans cet épisode. Des idées concrètes, des idées accessibles, des idées testées sur le terrain avec nos clients. Allez, on commence par le logo? Let's go. Alors voilà, le premier point, le logo. Oui, c'est vrai, on en voit passer des dizaines et parfois, on va pas se mentir, c'est flou, c'est trop complexe ou tout simplement, on le retient pas. Un bon logo pour une PME, c'est pas nécessairement un logo coûteux comme on disait, mais un logo clair, lisible, précis et adapté à tous les supports. C'est ça la clé. T'as raison d'insister sur ce point. Le logo ne doit poser en fait aucune contrainte d'exploitation, que ce soit pour être floqué sur un t-shirt imprimé, brodé sur une parka, alimenter un site web ou utilisé sur le profil de ses réseaux sociaux. C'est pourquoi il est important pour son exploitation d'avoir un logo HD. Un logo HD, en fait, ça veut dire tout simplement un logo haute définition. Oui, tout à fait, Anouk. Et c'est vrai qu'à partir de là, on peut faire ce qu'on veut. Donc, on l'exporte en CMJN pour le print, pour tout ce qui est flocage, support plaquettes, etc. Et une autre version RVB pour le web et pour toute exploitation digitale. Donc, ce qu'il faut bien préciser, c'est qu'un simple PNG ou un JPEG, c'est-à-dire un fichier, n'est pas HD en fait, car il est compressé. On ne peut pas l'exploiter tel quel. Oui, le PNG ou le JPEG, c'est un petit peu comme le MP3 pour la vidéo ou le MP4 pour le son. D'ailleurs, les versions CMJN et RVB, ce sont des modes colorimétriques. Le CMJN, c'est de la quadrichromie qui est vraiment très spécialisée pour tout ce qui est imprimé. Et le RVB, ça va être uniquement exploitable pour les écrans. Si on doit retenir quelque chose et si on doit investir quelque part, c'est donc bien le logo. Commencer par le logo et de voir en fait qu'il fonctionne bien en noir et blanc sur un fond clair ou sur un fond foncé et surtout qu'on puisse le reconnaître en une seconde. Il est important de penser à sa lisibilité avant tout. En fait, un logo, il n'est pas là pour tout dire, pour tout raconter, mais par contre, il doit tout montrer. Et c'est tout la complexité de la création et conception d'un logo. C'est un élément important parce que c'est un élément visuel qui est au centre de l'identité d'une marque d'entreprise. C'est un symbole, en fait, si on préfère. Il est là pour refléter la personnalité, l'expression de sa marque d'entreprise. Oui, et c'est vrai qu'en fait, pour revenir juste pour le CMJN et le RVB, il ne faut pas avoir peur en fait de voir une différence quand tu ouvres les deux fichiers. En fait, c'est normal. Il y en a un qui apparaîtra plus fade et l'autre en fait un peu plus punchy. Mais ça, on en reviendra plus tard sur le détail. Et du coup, oui, au niveau logo, c'est vrai qu'en fait sa personnalité, elle doit être simple, mais pas trop, punchy, ni trop fade. C'est vrai qu'en fait c'est toute une histoire d'équilibre finalement. Il faut pas en faire trop, il faut bien doser. Et ce qu'il faut retenir, si on repart un peu sur le côté technique, c'est qu'il faut qu'en fait ce soit exploitable en mini-mini et en XXL. C'est ça en fait le principe qu'il faut retenir. D'accord. Pour créer ou pour concevoir son logo, le mieux, avant toute chose, est de regarder ce qui se fait
en matière de logo à succès, mais de voir aussi les styles les plus pertinents et les plus importants pour son entreprise, pour sa boîte. On va pas aller plus loin sur le logo. Il y a déjà eu 2 épisodes qui ont été faits sur le logo. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin sur comment choisir ses couleurs, comment choisir son format de logo, on va mettre dans le descriptif, en fait, les 2 liens qui redirigeront sur ces épisodes. En tout cas, ce que l'on peut retenir, c'est qu'un logo peut être minimaliste et peut avoir une forte personnalité. On n'est pas obligé d'en faire trop, mais juste ce qu'il faut. Tu parlais de juste dosage et je conclurai là-dessus. Savoir doser pour être à la fois lisible et impactant. Exactement. J'aimerais qu'on parle maintenant, Charles, des palettes couleurs et aussi des typographies. Concernant la palette couleurs, je voulais insister sur le choix des couleurs et le nombre de couleurs. 3 couleurs bien choisies, c'est mieux que 10 qui s'associent mal ou qui ne racontent absolument rien. En fait, l'identité visuelle, c'est aussi de la cohérence graphique. Des couleurs qui doivent se répéter sur les supports, les mails, les réseaux, créent ensuite un repère visuel assez fort pour que l'audience puisse te reconnaître. Il existe d'ailleurs des outils pour t'aider à choisir et à sélectionner tes couleurs. J'aimerais mettre en avant Colors et aussi une nouvelle IA qu'on a découvert ensemble, Charles, qui s'appelle Chroma avec un K. Ouais, c'est ça en fait. Ça nous avait permis d'avoir plein de palettes en essai la dernière fois. Et c'est vrai qu'on avait trouvé ça super pour nos planches créatives. Ouais. On recommande souvent une couleur dominante pour ton identité, pour le logo, etc. Ensuite, une couleur secondaire et une autre pour accentuer ou contraster. C'est vrai que ça, c'est un peu la base, en fait. Et ensuite, tu parlais police. Ouais, c'est pour les typographies. Pour les typos, ben pareil, en fait. C'est un peu la même logique. Une pour les titres, une autre pour le texte courant. Du coup, c'est un peu comme les couleurs. C'est-à-dire qu'en fait, ça fonctionne toujours avec une cohérence et une simplicité. Donc, c'est avec ces 2 éléments que tu gagnes en impact. Et faut pas chercher non plus à être original à tout prix. En fait, tu peux avoir aussi l'envers de la technique, c'est-à-dire qu'en fait, il faut pas non plus charger dans le style la police. C'est-à-dire qu'en fait, après, si tu choisis une police un peu plus originale, tu peux perdre en lisibilité. Une typographie originale, ça peut être aussi illisible. Alors, si je dois retenir une équation qui fonctionne selon toi, c'est cohérence plus simplicité égale impact. C'est ça, ouais, c'est la formule magique. Ok. Surtout, ce qui est important, c'est de penser que les supports print et les supports web doivent être alignés. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait un choix colorimétrique et un choix typographique, il est important de l'assumer, mais aussi de le décliner. En fait, il n'est pas question de faire un style sur Instagram, un autre style sur LinkedIn, puis un autre sur une présentation commerciale, ou encore une autre sur une page de vente, simplement sous prétexte parce qu'on aime bien changer et qu'on a peur de se lasser, parce que c'est la cohérence qui crée la mémorisation. Ah oui, tu dois vraiment communiquer pareil sur tous tes supports, ouais, c'est clair. C'est ça. Il est important d'être cohérent. Plus on va être cohérent, plus on va répéter le style et plus cela va s'imprégner en fait dans les mémoires de l'audience cible. D'ailleurs, une charte graphique peut très bien poser ce cadre, cette cohérence, et évitera des erreurs et permettra de faire gagner du temps à chaque nouveau support qui sera créé. C'est toujours intéressant de choisir ses couleurs et ses typographies en prenant en considération certains principes du marketing visuel. Et ça permet aussi de savoir comment on peut l'utiliser et se l'approprier pour trouver son positionnement et son angle de différenciation. Le meilleur exemple que j'ai en tête, notamment pour les couleurs, c'est les fameux déboucheurs lyonnais qui sont spécialisés dans la vidange de canalisation. Eux, ils assument complètement le rose punky et je trouve ce choix particulièrement audacieux, osé et redoutablement efficace en matière de communication. Ah mais complètement, moi j'étais tombé sous le charme en fait, j'adore. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont complètement en décalage.
Mais ça match à fond, quoi. Ça percute. Ouais, je crois que ce qui nous a aussi bluffé, c'était leur vœu 2025. C'était super osé. Tu te rappelles du visuel? Ouais, c'était top. Alors, je sais pas si on voyait la main. En tout cas, c'était une bouteille de champagne. Le champagne coulait à flot dans un... Comment on appelle ça pour déboucher les toilettes? Eh ben, déboucheur. Une sorte de ventouse. Ouais, ventouse. C'était super osé de faire ça, mais du coup, on retient le visuel, on retient l'entreprise. Et toute la communication tourne là-dessus sur soit des visuels un petit peu choc et ce rose associé au bleu, qui sont des couleurs finalement que l'on ne trouve pas sur ce secteur d'activité. Pas du tout. Donc, on les remarque bien, quoi. Ouais, donc, on les remarque bien. En tout cas, c'est un exemple assez percutant. Identité réussie. Ça te dit de parler des supports de communication? Allez, let's go. Allez, à toi de jouer. Eh ben, écoute, c'est vrai qu'en fait, on revient un petit peu sur les points à éviter. Et c'est vrai que là, l'erreur classique, comme on l'avait déjà entreaperçu sur un de nos podcasts, c'est vouloir en fait tout faire en même temps et tout de suite. On se dit, voilà, je vais faire l'affiche, le flyer, la plaquette, le site web, la carte de visite. Enfin, c'est bien d'avoir une vue d'ensemble générale, mais mon conseil, c'est d'y aller level par level. C'est-à-dire qu'en fait, faut prioriser ce qui est avant tout stratégique, quoi. C'est peut-être important aussi de se poser la question, où mes clients me découvrent-ils? Où prennent-ils leurs décisions? C'est ça. Et en fait, selon les réponses apportées, c'est là que l'on devra concentrer les efforts. C'est clair que si la clientèle te découvre en ligne, l'idéal, c'est de commencer par sa communication digitale, un site clair, une signature mail propre et un profil LinkedIn soigné si on est dans le B2B, voire même une page de vente ou une page de capture selon les objectifs. Si par contre, tu vends en physique, investis dans des cartes de visite et puis un bon habillage vitrine ou stand. On peut même aller faire un flyer très ciblé sur un événement précis. Si par contre, tu es nomade, tu auras tout intérêt à développer une partie digitale comme un profil professionnel déjà pour réassurer la clientèle et puis une partie aussi plus matérielle comme une carte ou bien une plaquette pour laisser sur place une trace à la fois commerciale mais aussi émotionnelle. Oui, c'est vrai. Et il faut se souvenir que chaque support est une opportunité de cohérence. Je m'explique. Même un devis peut faire office de support de marque. En fait, faut rien négliger. Donc, même un devis et même une facture pour Charles, ça peut faire un outil de différenciation. Exactement. Et tu as tout à fait raison, car l'idée, c'est d'ancrer ton image dans l'esprit de tes clients. Et pour ça, mieux vaut faire 3 supports de communication bien pensé, bien conçu, plutôt qu'une dizaine de supports faits à la va-vite. J'enchaîne maintenant sur ce que nous appelons les templates. En fait, une fois que la base est posée, logo, couleur, typographie, support de communication, je conseille fortement et rapidement de mettre en place ce que l'on appelle des modèles. Dans notre jargon, on appelle ça des templates graphiques. On peut dire donc modèle graphique, c'est exactement la même chose. Tu peux en créer autant que tu veux pour communiquer. Ça peut être par exemple un modèle de post sur Insta, un modèle de carrousel sur LinkedIn. Tu peux faire autant de modèles que tu veux en fonction des réseaux sociaux que tu utilises et dont tu as besoin. Tu peux aussi faire des modèles de vignettes YouTube, des modèles de devis, des modèles de signature mail, un modèle de bannière, des modèles de newsletter, etc. Enfin, c'est sans fin, c'est en fonction de tes outils et des supports que tu utilises. C'est ce que l'on appelle le fameux design system. Il permet de produire vite, il permet de produire bien et toujours avec cohérence graphique. Exactement. Ça permet de gagner du temps, d'être rapide, efficace et cohérent. C'est des outils, comme on l'avait évoqué la dernière fois, comme Canva, Trello, Figma. Ces outils-là qui vont te permettre d'avoir des templates qui tiennent le coup et qui peuvent être réutilisés à fond. Ensuite, on peut peut-être parler aussi des gabarits en fait qu'on peut utiliser avec Google Slides, qui peuvent même en fait t'aider à commencer. C'est très très simple d'utilisation. L'idée, c'est de ne pas partir de zéro à chaque fois, comme tu disais, en fait, d'avoir toujours un modèle prêt à et une bonne base. C'est gagner du temps, comme on disait, et puis du stress en moins, quoi.
Carrément. En fait, on parle de Canva, Trello, Figma aussi, parce que ce sont des outils graphiques qui sont particulièrement grand public et très faciles à D'accès. prendre en main. Je crois que Canva étant le plus connu et le plus utilisé aujourd'hui, enfin, ça a quand même pris une ampleur de dingue et c'est super connu. Et ça permet de mettre en place des modélisations d'une manière très facile et très rapide. En fait, l'idée vraiment de mettre en place des modèles, c'est tout simplement de gagner du temps puisque tu ne repars pas de zéro. Tu as déjà un cadre qui est fixé en termes de couleurs, en termes de contraste et en termes de position de tes éléments graphiques. Alors, ça peut être des éléments comme des pictogrammes, ton logo, ton slogan ou encore ta baseline, mais ça peut être aussi les fameux éléments texte et la hiérarchisation de visibilité entre ton titre, ton sous-titre et ton paragraphe. Et d'ailleurs, si tu travailles en équipe, tu as tout intérêt à partager ces modèles pour que tout le monde parle le même langage visuel et assure la cohérence visuelle de ta marque. Je te conseille même de créer un mini-guide sans partir dans des chartes de plus de 30 et 60 pages, mais un petit guide d'utilisation au besoin pour que même tes prestataires externes puissent l'appliquer facilement. Pour modéliser ton design sur Canva, sur Canva, c'est exactement le même système. Il te suffit de créer un exemple de design. Tu peux verrouiller certains éléments pour que seul ensuite le texte soit modifiable et déplaçable. Garde bien le design de départ, c'est-à-dire la base du template, pour éviter d'écraser ce que tu vas faire sur le modèle. Comme ça, tu as toujours un modèle prêt à être recopié et diffusable pour tes équipes et tes différents services. Oui, toujours garder un modèle de base, de référence. Comme ça, au moins, en fait, on est sûr de pas faire de bêtises. De se dire, ah mince, j'ai écrasé le modèle. Oups. Oups. Charles, j'aimerais qu'on aborde un sujet qui est super important dans sa communication visuelle, c'est la fameuse photo. La photo, l'accroche. Bah oui, c'est vrai qu'en fait, un branding fort, c'est pas que du graphisme, c'est aussi, ben voilà, le choix des images, des mots, ton attitude aussi. Et c'est ce qui donne l'âme à ta marque. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, on va se référer à ça. Donc, en fait, il faut que ce soit un message très fort que tu incarnes. Ça passe par la photo, comme tu disais, la vidéo. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en fait, bon, par tous les moyens qui existent, en fait, ce serait difficile de communiquer sans incarner ton business, quoi. Tes clients, ils veulent te voir, en savoir plus sur toi et tes équipes. Donc, il faut pas négliger ce nouvel élément qui est très, très important et qui te permet, en fait, de fédérer. Ouais, c'est ce qu'on parle d'incarnation. Aujourd'hui, c'est impensable de ne pas incarner son identité, sa personnalité de marque. D'ailleurs, ce qui est important, c'est de se poser cette question. Si je devais décrire ma marque avec 3 mots-clés, ce serait quoi? Et selon la réponse que l'on obtiendra, les visuels devront refléter ces 3 mots-clés. Par exemple, une entreprise joyeuse n'aura pas du tout les mêmes codes qu'une marque militante ou qu'une marque premium. Et ça passe aussi dans les photos, dans le ton utilisé dans les textes et dans l'énergie générale que l'on va dégager. Oui, oui, c'est vrai qu'en fait, pour la photo, il faut privilégier des bons portraits, des bons visuels, en fait, pour illustrer ton activité et puis ce que tu incarnes. Donc, il faut oublier tout de suite les images floues, mal cadrées, prêt à la va-vite, avec un fond encombré. Ça, en fait, il faut vraiment les barrer de ton objectif. En fait, il faut, quitte à faire des photos, fais-en peu, mais bien, j'ai envie de dire. Un shooting, il faut le préparer. Tu fais ton petit scénario. Pas besoin d'un shooting en fait avec des grands moyens. En fait, tu peux te faire avec un petit budget déjà un petit shooting avec un petit pack intéressant de photos qui peuvent en fait après te servir et du coup tu rends plus humain ta com. Et toi en fait avec ça en fait t'as un petit package qui peut te servir à communiquer. Ouais, c'est clair qu'un shooting bien préparé, même avec un petit budget, peut faire une énorme différence. D'ailleurs, il y a des intelligences artificielles qui peuvent aider en cela pour démarrer. On a découvert avec Charles Syllab
pour développer ta marque personnelle. C'est vraiment hyper sympa, hyper intuitif d'utilisation. Moi, je conseille fortement d'aller faire un tour sur Syllab. Et aussi, pour ceux qui sont e-commerçants ou qui ont besoin de photoproduits, il y a Photoroom qui est une super IA. Pour ça, ça évite de dépenser. Si on teste un marché, si on teste un produit, évidemment, ça évite de passer par la case studio photo. Ça peut tout simplement être un début ou pour pouvoir faire des déclinaisons. Voilà, de bons outils pour démarrer. Mais même si on va voir un photographe ou si on décide de se faire un shooting professionnel auprès d'un photographe, il peut y avoir des séances assez courtes, assez réduites à partir du moment où elles sont hyper bien pensées au niveau de la direction artistique. Si on sait où l'on va, si on a rédigé... je veux pas parler de scénario, mais si on a posé à plat un petit peu tout ce qu'on voulait transmettre et tout ce qu'on voulait incarner, on peut arriver à des choses fabuleuses avec des petites enveloppes budgétaires. En fait, tout est une question de réflexion en amont. Et ça, en fait, j'ai envie de te dire, c'est la même chose pour tes accroches, pour ton ton de voix. Mieux vaut une phrase simple, claire, avec une promesse forte, plutôt qu'un slogan compliqué et vide de sens et que personne, au final, ne comprendra. Là encore, tout commence par une base qui est essentielle, et c'est celle-ci, connaître son client idéal. Quand je parle de client idéal, c'est pas le client qui paye bien, attention. Je parle d'audience cible, du client à qui tu t'adresses, de ta niche si tu préfères. Je parle de cette personne, cette audience à qui tu veux t'adresser, et en fait, tu dois la connaître par cœur, sur le bout des doigts, si tu veux que ton message résonne en elle, si tu veux que cela fasse mouche. Alors, pour conclure, Charles, on arrive sur la fin de cet épisode. Je pourrais dire que moins il y a de moyens et plus il devra y avoir de cohérence en communication graphique. Le branding visuel, en fait, ce n'est pas qu'une affaire de budget, c'est aussi et surtout une affaire de clarté, de cohérence et de stratégie. Même avec peu de moyens, on peut marquer les esprits durablement. Et j'aime bien dire en fait que t'es pas obligé d'y laisser ton slip à la fin du mois pour que ça fonctionne bien. Ça, c'est bien parlé. Et puis oui, complètement, Anouk, mieux vaut faire peu, mais bien. Je partage complètement ce point de vue en fait à 100 000%. Tu as toute la panoplie pour bien réussir. Tu fais un bon logo, tu doses bien, tu communiques bien, tu incarnes bien ta marque avec un bon petit shooting qui va bien. Et surtout, être bien aussi aligné avec qui tu es, avec ce que tu représentes, avec ce que tu proposes. Ça, c'est en fait la base et c'est vraiment les éléments clés qui te feront réussir. Et puis, j'ai envie de dire, en fait, il faut rester dans l'esprit de tes clients, donc avec un bon visuel qui match. Et c'est surtout le premier contact qu'il va avoir avec toi, finalement, le visuel. Donc, il ne faut pas le sous-estimer et bien le peaufiner, le travailler. Et je pense que ça ira. Le visuel, en fait, c'est une partie importante. Le fait de le travailler, on a déjà fait une grande partie du job, en fait. Et ça va permettre de convertir derrière beaucoup plus facilement. Si on doit retenir une phrase, c'est ça, c'est que le visuel, c'est le premier contact que l'on a avec ta marque et donc soigne-le. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si tu as des questions ou envie qu'on t'aide à poser les bases de ton identité graphique, tu sais où nous trouver. Toutes les infos sont sur dusirodesign.com. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Comme du sirop. Merci Charles, c'était trop chouette de faire cet épisode avec toi sur le branding visuel. À plus, ciao ciao. Ciao ciao, bye bye. J'ai adoré partager cet épisode avec toi. Pour soutenir C'est comme du sirop, fais du bruit sur tes réseaux sociaux et partage l'épisode. Je te donne rendez-vous les 2e et 4e vendredis du mois. En attendant, je vais me servir du bon sirop bien frais. À bientôt, bisous bisous.